d'un sujet terrible, l'homme et la société. Alors, ça me fait rigoler, très sincèrement, de voir qu'on mette ça en niveau 1, c'est-à-dire basique, alors que, à mon avis, de tous les cercles, c'est le plus difficile. Pourquoi le plus difficile? Ben parce que c'est un sujet qui repose sur des soubassements philosophiques, mais le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est que les mots que l'on utilise sont pollués par des interprétations, des images, un environnement intellectuel trompeur. L'homme, la société. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez certainement entendu des gens, et y compris dans nos idées, de gens de nos idées, qui, croyant bien parler, disent, voilà, nous, ce que nous voulons, c'est faire une société qui soit faite pour l'homme. Bon. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, les gens qui entendent ça ne voient certainement pas ce que les orateurs ont voulu y mettre. Pourquoi? Parce que, enfin, quand ils ont nos idées, du moins, quand ils n'ont pas nos idées, on voit très bien ce qu'ils veulent y mettre. Parce qu'en fait, les mots reçoivent une teinte, reçoivent une définition, le foisonnement d'images qui font que ça ne veut plus du tout dire la même chose. Et le mot homme, c'est celui qui, à mon avis, est parmi les plus pollués. Et à cet égard, je vais vous donner deux citations de contre-révolutionnaires, parce que je vous préviens que pendant ce cercle, je ne vous parlerai pas tellement de Maurras, un petit peu, mais pas beaucoup. Je vous parlerai surtout de ceux qui ont traité essentiellement le dossier et que Maurras a repris, c'est-à-dire les contre-révolutionnaires, Maistre et surtout Bonald et un peu Burke. Donc, quand il écrit sur le sujet, déjà, en 1797, n'est-ce pas, pour Joseph de Maistre, il n'y a point d'homme dans le monde. Durant ma vie, j'ai vu des Français, des Italiens, des Russes. Je sais, grâce à M. de Montesquieu, que l'on peut être persan. Quant à l'homme, je ne l'ai jamais rencontré, et s'il existe, c'est à mon insu. Ah, vous voyez les admirables paradoxes de Joseph de Maistre qui sont merveilleux parce qu'ils attirent vraiment l'attention. Et je citerai une autre citation, plus récente, celle-là, celle de notre maître de la contre-révolution qui s'appelle Carl Schmitt, grand politologue allemand, et qui dit ceci: quand un orateur commence son discours par l'invocation de l'homme, c'est le plus souvent qu'il a l'intention de tromper. Alors ce sont deux propositions que je viens de vous donner qui sont scandaleuses. Elles ont un aspect provocateur, n'est-ce pas? C'est pas involontaire. Vous êtes en droit de me dire, non, enfin, écoutez, l'homme il existe, nous sommes des hommes, l'homme c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est les miens, c'est les vôtres, etc. C'est ça. Oui, d'accord. Mais quand vous avez dit ça, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on oppose à l'homme? Qu'est-ce qui n'est pas homme? Ce qui est inhumain, n'est-ce pas? D'accord. Mais si l'inhumain, ce sont les hommes qui le font, c'est qu'il est également humain. Alors qu'est-ce que l'homme? L'idée qui est dans cette formulation, cette invocation de l'homme sans arrêt, n'est-ce pas? L'idée qui est sous-jacente, c'est l'idée que il y a des choses qui sont indignes de l'idée que l'on se fait de l'homme. Et qui fixe ces règles? Eh bien, c'est l'homme en nous. Voilà. Donc, c'est une tautologie, c'est un raisonnement qui se tord la queue, qui se mord la queue, et donc le recours à la notion d'homme est assez décevant. Et pourtant, la philosophie antique et la philosophie médiévale se référaient à l'homme, n'est-ce pas? Et je vais vous citer deux contre-citations, celle de Terence, n'est-ce pas, grand auteur comique latin,
qui disait « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Ou encore Rabelais, hein, grand auteur français bien méconnu aujourd'hui. « Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme ». En réalité, le terme même employé, propre de l'homme, appartient à la scolastique médiévale, c'est-à-dire qu'on se réfère à la réalité spéciale, avec des spécificités qui sont celles de l'homme. Quelles sont les spécificités de l'homme? La bipédie, d'abord. Là, vous allez dire, notre société sera faite pour les bipèdes. Bon, vous n'aurez pas le même résultat. Ou alors, l'utilisation, la fabrication d'outils, la ritualisation de l'existence, la parole et l'idéal de justice. À quoi s'ajoute le fait, assez redoutable, que l'être humain, en tant qu'être inachevé, selon les philosophes, modifie radicalement et irréversiblement l'ensemble de son environnement, ce qui évidemment est une chose qui n'est pas forcément recommandable. Alors pourquoi est-ce que nous sommes méfiants pour l'invocation de l'homme? Eh bien parce que dès le début du XVIIe siècle, va apparaître un recours nouveau à la notion d'homme. C'est que la notion d'homme, elle a complètement changé il y a 350 ans. Il faut bien voir une chose, c'est les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, ce pas des maladies qui sont apparues il y a 20 ans, hein, ni il y a 50 ans. Elles ne datent pas de 1945, elles ne datent pas de 1918, elles ne datent pas même de 1830, de la Révolution française. Elles sont bien plus anciennes. Nous sommes, une définition nouvelle de l'homme a vu le jour à l'extrême fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Et quelle est cette conception? C'est qu'on ne doit plus s'attacher à ce que l'homme est, comme le faisait Aristote, saint Thomas d'Aquin, et je ne veux pas marcher sur les brisées de notre ami Van Nommerslach, qui va nous parler de ça. Oui, hein, bon. Donc, effectivement, l'homme ne doit pas être ce qu'il est, il doit être ce qu'il doit être. Donc on va fixer la vision d'un homme nouveau, à qui on fixera des buts nouveaux. C'est là que se trouve le problème. Alors par exemple, Diderot nous dit, après avoir écarté Dieu du débat, reste face à face, d'une part, l'homme, avec son aspiration à la liberté et à la jouissance, et de l'autre, la société, dans le grand concert du monde. Alors vous remarquez une chose, c'est que dans cette conception que Diderot va mettre en avant, la société ne fait plus partie de l'homme. L'homme et la société sont deux entités radicalement différentes. Voilà ce qu'est apporté, la modification radicale qui a été apportée à la fin du XVIe siècle, et qui consiste à dire que la nature, la société n'est pas partie de la nature. Une partie de la nature, c'est les champignons, les oiseaux, tout ce que vous voudrez, bon, d'accord, la biologie, mais la société, elle, ce n'est pas la même chose. Elle ne fait pas partie de la nature, elle est un résultat de la volonté de l'homme. Vous voyez, une vision des choses complètement nouvelle. Et Diderot nous dit plus loin, le premier travail du philosophe, assisté du biologiste, du médecin, du physicien, du naturaliste et du géomètre, est de faire l'inventaire du monde pour y chercher la place de l'homme plutôt que la création de Dieu. Bien sûr, parce que à partir du moment où l'homme, c'est lui qui décide de quelle est sa propre nature, il n'a plus besoin de Dieu, puisqu'il se crée lui-même. Enfin, vous me direz, mais ça, ce sont une vision des choses extrêmement, je dirais, anti-chrétienne, anti-religieuse. Oui, mais malheureusement, qui est-ce qui l'a inventé?
Eh bien, ce sont des hommes d'église. Eh oui, qui croyaient bien faire. L'école de Salamanque. Fin XVIe siècle, les jésuites de l'école de Salamanque, les jésuites dominicains, les deux ont été co-coupables, pour une fois. Ils ont inventé cette notion nouvelle que la société ne fait pas partie de la nature. Donc l'homme et la société s'opposent comme deux entités différentes, et l'homme, en conséquence, évacue le divin. Eh bien, c'est cette nouvelle conception du monde inventée à la fin du XVIe siècle par l'école de Salamanque et tout ce qui en a découlé, en particulier les Lumières, que nous nous sommes fixés comme travail de déconstruire. Il faut remonter très loin les origines de nos malheurs et il faut essayer de les guérir dès l'origine. Eh bien, j'articulerai mon exposé en deux parties. Une première partie consacrée au rejet de l'individualisme et la deuxième, le visage de la société. Alors, de ce que nous venons de voir, il découle que la vision de l'homme des Lumières conduit à l'individualisme dans la mesure où, si la société ne fait pas partie de la nature humaine, l'homme devient pur individu rationnel. Donc c'est dans sa tête, c'est dans notre raison individuelle que nous sommes capables de repenser le monde. Et la contre-révolution va s'opposer à cette attitude avec des arguments nouveaux. C'est sur ce point d'abord que la contre-révolution donne une vision radicalement nouvelle, totalement en opposition avec les siècles qui ont précédé, mais même avec la formulation qui avait été faite par le Moyen-Âge et l'Antiquité. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on remet en cause certaines choses, il faut forcément, il y a un moment, il faut les remettre en cause depuis très 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 longtemps, même si c'est pour extraire ce que l'on veut conserver. Eh bien, cet individualisme, la contre-révolution va le combattre. En essayant de montrer par quoi il avait commencé. Et il est vrai que la Renaissance et la Réforme, ces choses tout à fait connues, ont exalté l'individu. La Renaissance l'a exalté, mais d'une façon tout à fait particulière, d'une façon éthique. C'est-à-dire que la Renaissance va exalter ce que Nietzsche appelle les hommes de grande santé, c'est-à-dire les héros, les gens capables d'être à la fois de grands guerriers, des poètes, des artistes, des gens qui sont capables de faire des choses impossibles, qui soulèvent très nettement au-dessus du genre humain. Maurras nous dit la Renaissance exalte une souveraine liberté, mais simplement de quelques individus dans lesquels est réputé vivre le genre humain. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout à la portée du grand nombre. En revanche, la Réforme, elle va placer l'individu au premier plan, puisqu'elle lui laisse le soin de déterminer la vérité sur ce que les hommes de ce temps-là considéraient comme le plus important, c'est-à-dire la révélation. Et la Réforme va dire n'importe qui, même un débile mental, hein, et même une femme, nous disent-ils, hein, vous voyez, est capable de lire l'Évangile, hein, et de savoir, d'y trouver la vérité, contre tout un concile. Voilà. Eh bien, c'est un droit imprescriptible à la recherche de la vérité, et qui aboutit à dire d'ailleurs que la recherche de la vérité est plus importante que la vérité elle-même. Chose très importante à bien comprendre, car dans la Réforme, le plus grave, ce n'est pas le fait de dire
j'ai dans ma tête un outil infaillible pour connaître le vrai, mais c'est également de dire, même si je ne trouve pas, l'avoir cherché, c'est l'essentiel. Même si j'ai tout cassé, même si j'ai détruit tout le monde dans lequel je vivais, c'est pas grave. Du moment que j'ai essayé, c'est bien. Et c'est cette vision des choses. Finalement, l'univers se trouve dans notre tête. Et donc, là-dedans, il y a toute une vision du monde qui va aboutir à mettre en doute et mettre en contestation radicale tout le reçu. Le reçu, c'est-à-dire la tradition, ce qu'on a reçu. Hein, merci beaucoup. Tout ce qu'on a reçu, ça ne vaut rien. En France, le relais de cette vision des choses, c'est un homme qui est bien connu et qui s'appelle René Descartes. Descartes, il ne faut pas en dire trop de mal. C'est pas un révolutionnaire. C'est pas un homme qui veut tout casser. Pas du tout. Il dit, moi, j'estime qu'il faut remettre en cause, fondamentalement, partir du principe que toutes les connaissances que nous avons reçues du passé sont mauvaises, sont fausses. Il faut les considérer comme d'emblée discréditées. Sauf en matière de religion et en matière de politique. Bon. Il voulait quand même limiter les dégâts. Mais le problème, c'est que ses descendants, ses successeurs, ses disciples, eux, ils vont dire, oui, évidemment, il disait ça. Forcément, il n'avait pas envie d'aller à la Bastille. Évidemment, il n'avait pas envie d'être mis en prison. Il n'avait pas envie d'être brûlé comme hérétique, bien sûr. Alors bon, mais en réalité, il pensait pareil. Et là, c'est tout le problème. Hein. C'est ce que j'appelle la lance d'Achille. Vous prenez une idée générale, vous la lancez, vous ne savez jamais ce qu'elle va détruire. Vous ne savez jamais ce que vous allez casser. Parce que, vous savez, dans l'Iliade, Achille projette sa lance devant lui et il tue un ennemi. Et puis derrière son ennemi, il y a un autre ennemi. La lance, Achille a une telle force que la lance, elle traverse l'ennemi, un autre ennemi, encore un autre ennemi. Puis ensuite, il y a 3 ennemis qui sont là. Là, ils se font transpercer aussi. Voilà, et bien c'est ça. Les idées générales, quand vous les utilisez, quand vous les mettez, vous les utilisez dans un but donné, vous ne savez jamais où elles vont. C'est ce qu'on appelle l'hétérotélie. Et donc, alors, je vais vous lire ce que dit Tocqueville sur ce sujet. Tocqueville dit « La philosophie cartésienne s'articule autour d'un triple mouvement, dissolution, retour au fondement, reconstruction. Et il retrouve dans la Révolution française cette méthode. On commence par délégitimer le passé, puis on ramène un individu, et ensuite on reconstruit la société ab nihilo. » Alors Maurras, évidemment, qui avait une petite sympathie pour Descartes, n'était pas trop d'accord là-dessus. Alors il disait oui, mais non, parce que la raison, la raison n'est pas individuelle, elle est générale. Sauf que Maurras oppose l'individuel au général, mais en réalité, la césure véritable ne se situe pas entre l'individuel et le général, mais entre l'individuel et le collectif. Bon, cette pensée cartésienne et post-cartésienne va aboutir à la Révolution française, et ainsi, par exemple, Thouret à la Constituante s'adresse aux représentants du clergé que l'on veut priver de ses biens, en disant « Comment posséderiez-vous ? Vous n'existez pas. Vous n'existez pas comme corps, car les corps moraux que crée l'État ne sont pas des corps au sens propre, ne sont pas des êtres vivants. » Là, voilà une conséquence, un effet collatéral de cet individualisme, c'est qu'en réalité, seuls les individus existent. Et le genre humain, l'homme,
les individus, le genre humain. Ça s'appelle l'individuo-universalisme, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, entre l'individu et le genre humain, il n'y a plus rien. Les corps, mais les corps, la famille, la province, la corporation, les amicales de boules, les amateurs de poésie, les nations, les empires, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'a plus de réalité, ce n'est pas un corps vivant, c'est une invention, c'est une fiction. Ceux qui sont juristes parmi vous, hein, connaissent certainement cette fameuse phrase du doyen Henriot, qui, à propos des personnes morales, disait « Oui, moi, je n'ai jamais dîné avec une personne morale. » Ce à quoi le doyen de Sancières-Ferrandière lui répondait « Oui, c'est vrai, mais moi, je l'ai souvent vu payer l'addition. » Il avait... C'était la place de l'esprit français au milieu de cette question fondamentale. Les collectivités, le collectif, existe-t-il ou non? Eh bien, depuis cette période du XVIe siècle, depuis l'époque de l'école de Salamanque, eh bien, les groupes n'existent plus, n'existent pas. Et c'est ainsi que Benjamin Constant n'hésite pas à écrire: tout est moral chez les individus, mais tout est physique chez les masses. Remarquez que Benjamin Constant n'oppose pas les individus à des corps, il oppose l'individu à la masse. Il y a la malhonnêteté, le caractère biaisé de ce raisonnement. Mais voilà, tout le libéralisme est là, n'est-ce pas, hein? Vous avez l'individu, c'est bon, tout le reste, c'est mauvais. Voilà, le comte de Clermont-Tonnerre, au moment de la Révolution, dit: il faut refuser tout aux Juifs comme nation dans le sens de corps constitué et accorder tout aux Juifs comme individus. Vous avez là la source de l'antisémitisme moderne dans cette formule. Pourquoi? Parce que les Juifs bénéficiaient de privilèges. Ils étaient un corps constitué en marge de la France, parce qu'ils le voulaient. Mais ils avaient des droits. Je rappelle que dans le ghetto, tous les soirs, le rabbin allait fermer, il avait la clé de toutes les portes, et il allait fermer pour qu'on ne puisse pas rentrer dans le ghetto. Et puis de l'autre côté, les consuls qui allaient fermer de leur côté une autre porte qui faisait face. Et puis le matin, on ouvrait. Voilà. Ils étaient d'accord pour exister en tant que corps. Eh bien, Clermont-Tonnerre dit: c'est terminé, il n'y a plus de corps. Les Juifs n'existent plus en tant que corps. Maintenant, ils ne se préoccupent pas de savoir ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Ça ne le concerne plus. Ça ne le concerne pas. Parce qu'ils ne se réfèrent qu'à l'homme abstrait, à un homme théorique. Alors, les contre-révolutionnaires vont s'opposer radicalement à cette conception, de concert d'ailleurs avec les socialistes. Mais les contre-révolutionnaires le feront de manière beaucoup plus profonde que les socialistes, car les socialistes n'abandonnent pas cet individuo-universalisme, et en fait ils s'attaquent qu'au plan des moyens afin de conduire la lutte des classes. Et ainsi, les contre-révolutionnaires vont montrer les méfaits de l'individualisme. Par exemple, je pense à un homme comme Leplay qui est un grand sociologue contre-révolutionnaire du XIXe siècle, et qui dit: partout où l'individualisme devient prépondérant, les hommes descendent vers la barbarie. Partout au contraire où la société est en progrès, les individus recherchent avec empressement les liens de la famille et renoncent à l'indépendance qu'autorise à la rigueur la loi et la nature des choses, en refusant, ce que fait Leplay, à la notion d'individu la première place que lui accordent les philosophes. Et c'est ainsi que la notion d'existence sociale va être lancée par Bonald, qui dit fièrement: d'autres ont défendu la religion de l'homme, je défends la religion de la société. Et il ajoute: je crois possible de démontrer
que l'homme ne peut pas plus donner une constitution à la société religieuse ou politique qui ne peut donner la pesanteur au corps et l'étendue à la matière. Et ça, c'est une chose très importante dans la contre-révolution, parce que toute l'œuvre de Maurras va s'appuyer sur cette création intellectuelle qui a été fondée par Bonald. Autre démarche contre-révolutionnaire, le rejet du contrat. Le contrat. Alors, je reviens toujours à ces pauvres jésuites et dominicains de l'école de Salamanque. Vous me direz que je ne les aime pas, mais c'est pas vrai. En fait, c'était des gens qui voulaient bien faire. Ils voulaient être utiles. Alors, je vous explique comment ça s'est passé, parce qu'il y a toujours une origine, toujours la lance d'Achille. Les Espagnols avaient conquis l'Amérique du Sud. Et ils avaient converti les indigènes, un petit peu de force quelquefois. Bon. Mais enfin, en même temps qu'ils avaient apporté la foi catholique et l'exploitation des mines, etc., ils avaient apporté la grippe. Et les Indiens, ils n'avaient jamais eu la grippe. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de remède, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas la pénicilline, l'aspirine, tout ça n'existait pas. Et vous avez eu au moins la moitié de la population qui est morte de la grippe. D'où quand même gros problème, la misère, beaucoup de famines, etc. Et à ce moment-là, on commence à critiquer l'Espagne. Dire qu'est-ce que vous avez fait, voilà, ce que vous avez fait maintenant, vous êtes allé dans ces pays, vous avez conquis, vous avez fait le mal. C'est ce qu'on appelle la leyenda negra, la légende noire des conquistadores. Et puis alors, je passe sur la controverse de Valladolid, tout ça c'est dans le cadre de cette controverse espagnole très importante du XVIe siècle. Et alors, les Molina, Suarez, Vitoria, tous ces jésuites et dominicains de l'école de Salamanque, ils disent on ne peut pas laisser faire ça, il faut justifier, Alors, pour justifier, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent voilà, on a eu raison d'aller conquérir l'Amérique, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était apprendre, faire connaître le monde aux Indiens. Car les Indiens ne connaissaient pas le monde. Et en fait, il y a un droit, et alors ils inventent un droit, n'est-ce pas, nouveau, le ius peregrinandi ac degendi, c'est-à-dire le droit de voyager et de commercer, droit au libre-échange et droit à passer les frontières. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui les gens qui invoquent sans le nommer comme ça, pas en latin, parce qu'ils ne connaissent pas le latin, ce droit. Bon, ceux qui disent no border, voilà toujours la lance d'Achille. Ils ont lancé ça pour justifier le roi d'Espagne, pour être de bons Espagnols, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Mais ils vont au-delà, ils disent, dans ces conditions, oui, il faut bien voir une chose, c'est qu'en réalité, tous ces gouvernements impériaux, des Aztèques, des Incas, ils étaient très méchants, ils étaient très cruels. Et en fait, c'était pas des gouvernements légitimes parce qu'ils n'avaient pas été désignés par un contrat. Et ils inventent la notion de contrat social. Qu'est-ce que c'est le contrat social? L'idée qu'il fut une époque où les hommes n'avaient pas de société, ils vivaient seuls dans la jungle, dans la forêt, tout seuls, ils ne se voyaient jamais. Quand ils se rencontraient, c'était pour se tuer, ou pour forniquer et faire des enfants, mais sinon, après, ils ne se voyaient plus. Et les seules relations qu'ils avaient, c'était les relations de guerre. Bon. Et alors, un jour, ils ont décidé, pour arrêter la guerre, n'est-ce pas, de faire un contrat, le contrat social. Bon. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils imaginent cette solution loufoque? Parce que justement, ce qu'ils veulent, c'est délégitimer les gouvernements aztèques et incas qui ont été massacrés par Pizarro, et légitimer leur gouvernement, le gouvernement du roi d'Espagne, seul légitime. En faisant ça, évidemment, ils vont inventer une énorme machine de guerre qui va être utilisée par les intellectuels, enfin les penseurs, Hobbes, Locke, et puis ensuite Rousseau, pour délégitimer tous les gouvernements qu'ils avaient voulu légitimer. Toujours la lance d'Achille. On fait des choses, on invente des raisonnements stupides, et puis après, on ne se rend pas compte de ce qu'on va faire avec.
Alors, il faut bien voir une chose, c'est qu'en réalité, dans cette idée du contrat, le but des philosophes qu'il invoque, et il faut voir quand même qu'il y en a eu pas mal, parce que dans 3 siècles, 2 siècles et demi, on a passé son temps à parler du contrat en disant chacun faisait un contrat différent. Hein. Par exemple, Locke dit oui, il y a un contrat, mais c'est pas un contrat qui est signé par tout le monde. Seuls les riches ont le droit de signer un contrat. Voilà, parce que lui, il défend la bourgeoisie britannique, anglaise, voilà. Bon. Et puis Hobbes il dit oui, non, il faut, en fait, seul le contrat il est fait seulement par les hommes de bien pour imposer un gouvernement légitime, celui du roi Charles Ier d'Angleterre qui est menacé par les têtes rondes de Cromwell. Et puis Rousseau, c'est pareil, ce sont les gens qui n'ont pas été pollués par la civilisation, par les mauvaises mœurs, par les raffinements décadents qui ont signé le contrat, et c'est pour ça que maintenant il faut revenir à ce contrat. Donc l'idée, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est de justifier leur lubie et leurs options personnelles par une invention, par une sorte de mythe, mais que, en fait, auquel ils ne croient pas. Ils ne nous demandent pas de croire ça. Simplement, ce qu'ils veulent dire, c'est voilà, ça montre bien, ça donne bien une bonne image de ce que ça doit être. C'est comme ça que ça marche. Alors, lorsque Bonald, qui connaît très bien Rousseau, qui a été influencé d'ailleurs par Rousseau, s'attaque aux théoriciens du contrat, eh bien, il l'aborde de manière assez pesante, parce que Bonald, c'est pas un auteur qui a eu beaucoup de succès, parce qu'il est un peu lourdingue, il est lourd à lire, alors que Maistre est élégant, toujours paradoxal, il attire l'attention, il est drôle, et quelquefois, avec des idées très contestables, Bonald, lui, il a des idées très solides, seulement il est très très lourd, il ajoute entasse les arguments les uns sur les autres comme des blocs de pierre, bon, c'est un peu indigeste. Enfin, que fait Bonald ? Il dit, mais écoutez, c'est absurde, il ne peut pas y avoir un contrat pour la bonne raison que pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait eu des gens qui soient capables de lire, ou au moins de parler. Or, le langage, par définition, est social. Le langage est social, puis pour la bonne raison que pour parler, on vous a appris à parler. C'est ce que Maurras reprendra dans ses idées politiques, si vous l'avez lu, avec l'idée du petit homme, qui est la différence du petit chien, du petit ours, ou je ne sais pas quoi, qui a suffi de 4 coups de langue de sa mère pour se laisser aller à l'instinct et devenir et vivre de manière indépendante. Mais l'homme, c'est pas ça. L'homme, il faut une formation. Et si il n'y a pas cette formation, s'il n'y a pas cette éducation qu'on lui donne, eh bien, on n'a pas affaire à un homme. Alors attention, je ne veux pas dire qu'on n'a pas affaire à un homme au sens chrétien du mot. Non, au regard de Dieu, c'est un homme, une créature humaine, même si c'est un abruti, un simple d'esprit, quelqu'un qui n'est pas capable ni de penser, ni de parler, ni de rien faire. Mais en réalité, sur le plan humain normal, la société, eh bien, quelqu'un qui n'a pas appris le langage, qui a été élevé par exemple par un animal, les enfants loups, ce qu'on appelle les enfants loups, ils ont été élevés par des loups, eh bien, ils ne seront jamais des hommes et ils sont toujours incapables d'apprendre à parler. Ils ne connaîtront jamais un langage. Parce que si vous laissez passer 5 ans, les 5 premières années de la vie, sans avoir utilisé les cellules cervicales qui permettent d'assimiler le langage, l'ensemble des éléments d'une éducation, mais vous ne l'acquérerez jamais. Et vous avez des gens qui sont irrémédiablement des personnes au cerveau réduit. Donc vous voyez cette notion. Donc l'idée du contrat est tout simplement loufoque. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est de voir qu'aujourd'hui encore, alors que nous sommes un pays, une société qui adule les sciences, qui adule les sciences positives, n'est-ce pas ? Eh bien, on continue à se référer à cette notion du contrat social comme étant une chose valable, une des sources du droit français, européen et même mondial bientôt. Et là, ainsi, Bonald revient à la théorie d'Aristote. Là encore, je ne vais pas remettre... je ne vais pas
faire de la concurrence à von Maslach, mais enfin, cette notion d'animal politique, d'animal social. Et Bonald va encore plus loin. Il conteste l'existence même d'un individu autonome et sa faculté à connaître le monde dans sa profondeur. Les sens de l'homme ne peuvent édifier sa connaissance parce qu'il est toujours victime de multiples illusions, à commencer par celles qui dominent ses passions et qui sont le fruit d'une volonté plus grande, l'espèce. Là, vous avez la référence à quelque chose de beaucoup plus puissant que l'individu et qui est également l'homme, c'est l'espèce, une volonté collective qui ne connaît pas la conscience, mais qui imprime des comportements totalement impossibles à oblitérer et qui vont nous conduire à faire des choses selon certaines règles qui sont induites, qui sont héréditaires. Alors, on peut appeler ça de 10 000 manières, l'espèce, la nature, ou Dieu même, mais c'est une seule chose. Bonald, qui est très catholique, nous dit quand même c'est tout un. C'est un organisme dans lequel la place de l'homme est définie et non pas par lui. La place de l'homme est définie par l'espèce, par Dieu, par la nature, et c'est pas lui qui l'a fixé. La définition même de l'homme ne peut se concevoir sans prendre en compte sa dimension sociale. Voilà, alors c'est une chose qui est très importante parce que Bonald distingue parfaitement que la philosophie grecque et par suite la philosophie médiévale n'ont jamais théorisé la société. Elles ne l'ont jamais théorisée, bien qu'elles appliquassent une éthique holiste. C'est-à-dire que finalement, tout se passait comme si les hommes étaient persuadés, étaient au plus profond d'eux-mêmes, pénétrés de l'idée que les sociétés existent et que les individus y sont soumis, mais ils ne l'ont jamais écrit. Les philosophes, pourquoi ? Parce que la philosophie grecque est une philosophie qui n'a pas du tout pour but de la connaissance à proprement parler, mais la sérénité. Elle s'adresse aux individus, elle s'adresse aux sages pour lui permettre de vivre de manière plus aérienne, de vivre de manière plus légère par rapport au monde. En revanche, les Grecs ont un maître d'éducation qui est Homère, et Homère, lui, il applique cette vision holiste du monde qui induit une morale, la morale homérique, qui va être suivie par tous les Grecs jusqu'à la fin du monde grec antique. Ils vont appliquer cette notion des choses. Eh bien, Bonald se rend compte que nous n'avons pas de mot pour ça, et il va affirmer que la société est préexistante en tout et elle préexiste même à l'homme. La société préexiste même à l'homme. Il y a eu une société avant même qu'il y ait un homme. Là, en disant ça, eh bien, tout en étant très chrétien, il se met il fait le prophète par rapport à ce que nous connaissons, par rapport aux grands singes de l'époque préhistorique qui vivaient en société et qui par la suite devaient, par un certain nombre de processus biologiques, devenir l'espèce humaine. Alors, cette vision des choses, elle a également une conséquence très importante en ce qui concerne le droit. Car tous les hommes, bien sûr, peuvent avoir des droits. Ils ont même toujours des droits, parce que toutes les sociétés créent des droits et donnent des droits positifs. Mais ces droits correspondent à la société et ils ne sont ni originaires ni définitifs. Les droits
que les hommes ont ne sont pas des droits de l'homme, ce sont des droits qui sont donnés par la société. Et à cet égard, cette question des droits de l'homme, c'est une pierre de touche. Car quand vous parlez des droits de l'homme, c'est là que vous reconnaissez de manière indubitable celui qui est contre-révolutionnaire et celui qui ne l'est pas. Parce que si on n'est pas contre-révolutionnaire, on va admettre cette notion que les droits de l'homme sont imprescriptibles, qu'ils sont un horizon indépassable, etc. Une conséquence également directe et terrible de cet individualisme révolutionnaire, c'est, et également de la théorie des droits de l'homme, c'est l'idéologie de l'antidiscrimination, la non-discrimination et son corollaire, qui est l'antiracisme. Voilà quelque chose d'épouvantable, qui est un instrument de tyrannie incomparable et qui s'est placé au centre de notre droit, au centre de notre philosophie, tout simplement parce que le défaut de réponse à cette prescription insensée n'est qu'un effet de la faiblesse d'audience des contre-révolutionnaires. Bien sûr, Bonald et Maistre et même Maurras n'ont pas abordé ce sujet parce qu'ils n'auraient pas pu imaginer ce que nous connaissons aujourd'hui, une telle aberration. Mais en fait, ils en avaient condamné les principes. Car l'origine de cette doctrine réside dans la conviction propre au XVIIIe siècle que Montesquieu a résumé ainsi: si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose d'utile à ma famille qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Alors, vous voyez, là, vous avez, là encore, cette négation de la réalité sociale que nous fait Montesquieu, sous prétexte de sentiments élevés. Et Emmanuel Terray, le grand juriste, fait remarquer que pour la pensée contre-révolutionnaire, cette pensée est pathologique, car elle mobilise le civisme hellénique, c'est-à-dire la subordination de l'individu à son collectif, non pas à une communauté réelle, mais à une communauté fictive, le genre humain, qui n'est bien entendu pas une communauté. Toute l'aliénation antiraciste se trouve contenue dans ces prémices, qui imposent un idéalisme universaliste de granit qui bâillonne toute opposition. Voilà. Je vais commencer la deuxième partie. Donc voilà, le visage de la société. Eh bien, Bonald va revenir à ce qu'on appelle l'organicisme, là encore, Hommerslark vous en parlera, l'organicisme des anciens, qui se résume ainsi: l'homme et la société, en abrégé, la société est un homme en grand. La raison n'est pas individuelle, elle est sociale. L'individu n'est qu'une fonction du tout. La pensée, souligne Bonald, n'est pas une démarche indépendante de l'individu, mais au contraire, pour sa majeure part, une adhésion à des présupposés tenus pour vrais. Bonald reprend ainsi la formule de Burke, qui est le premier des contre-révolutionnaires postérieurs à la Révolution. Burke qui dit: nous avons suivi la maxime de ne jamais nous écarter ni entièrement ni d'un seul coup de la voie de nos ancêtres. Voilà. L'idée que la raison individuelle soit à la fois souveraine et commune, que son exercice rende libre, est considérée par Bonald comme une imposture, non pas seulement parce qu'elle est une abstraction illusoire, mais parce que la pensée est le produit de relations des hommes entre eux à travers l'ordre social. Voilà.
C'est une relation non seulement externe à l'esprit humain, mais hiérarchique, puisque toute société est fondée sur les relations de pouvoir. La notion de divinité, dès lors, nous dit Bonald, devient fondamentalement extérieure et irréductible à l'âme humaine, à son entendement. On ne pourra jamais comprendre la totalité de Dieu si on a la foi. On ne pourra jamais non plus comprendre la totalité de l'espèce, ni la totalité du monde, même si on est le plus grand savant de la Terre. Voilà. Alors, cette conception, elle va aboutir à la création d'une nouvelle science, et cette science s'appelle la sociologie. Bonald est le créateur de la sociologie, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'il y a des règles qui appartiennent à la société, hein, et il faut les dégager, et il faut inventer une science de la société. Au même moment, un autre philosophe contre-révolutionnaire allemand, qui s'appelle Gottlob von Herder, ressent la même nécessité avec ce qu'il appelle le Volksgeist, c'est-à-dire une affirmation du caractère nécessairement subversif et destructeur de tout individualisme. Et Herder recommande de garder à l'esprit les solutions, les idées, les contes, les mythes que nous avons reçus de nos ancêtres, car c'est un héritage qui est tout à fait irremplaçable. Comme on peut dire que Bonald est le fondateur de la sociologie, Herder est le fondateur de l'ethnologie. Alors, par la suite, la sociologie va bifurquer avec Durkheim, mais c'est une autre affaire, je n'ai pas le temps de l'étudier ici. Alors, nous avons abordé un autre point important, la notion de liberté pour les contre-révolutionnaires. Eh bien, pour les contre-révolutionnaires, le pouvoir et la liberté ne font qu'un. C'est la même chose. Dans la mesure où une autonomie ne peut être accordée ou revendiquée à un homme seul et limité à sa génération. C'est de cette idée que naîtra, un siècle plus tard, ce que l'Église catholique appellera le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'idée que les pouvoirs, la liberté n'existe que lorsque le pouvoir laisse les pouvoirs inférieurs décider et s'organiser de manière autonome quand ils le peuvent. Alors, sur ce point, il y a certaines discussions. Tous les contre-révolutionnaires ne partagent pas cette vision des choses, car beaucoup de contre-révolutionnaires considèrent que les libertés ne doivent pas seulement se concéder, elles doivent également se prendre. Et qu'on ne peut avoir gardé une liberté que si on l'a conquise et si on veut la conserver. Voilà. Ça, c'est une chose. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc là qui va peut-être vous choquer, hein, mais vous avez vu que M. Talamoni, M. Simeoni ont le pouvoir, enfin, ils ont une majorité en Corse, et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent, nous voulons la co-officialité de la langue corse en Corse avec le français. Eh bien, écoutez, je suis désolé, Maurras était très provençaliste, il n'a pas empêché le provençal de disparaître totalement. Bon, Talamoni, bien que ce soit un fumier, hein, eh bien, c'est quelqu'un qui a compris que c'est une chose qu'on ne peut pas se contenter de dire laissez-nous, s'il vous plaît, parler corse. Non. Hein. Les libertés, on les conquiert. Ça, c'est un fait, hein, on n'y peut rien. Et c'est ainsi que Montlosier, le comte de Montlosier ou Ersard de la Ville-Marquet, ou encore en Espagne Sabino de Arana, considèrent que c'est par la lutte et seulement par la lutte que les pouvoirs des communautés peuvent être conservés et pas seulement, ne peuvent pas se fonder simplement sur une supposée bienveillance du pouvoir central. Donc il y a une conception du politique qui admet son auto-limitation.
la contre-révolution va considérer qu'il n'y a pas de société sans pouvoir, mais que le pouvoir doit être limité, et il doit être limité non pas par une séparation abstraite, verticale, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, mais en fonction des communautés qui chacune doivent lutter pour la conservation de leur liberté. C'est une forme de civisme qui est celle de l'Ancien Régime, qui est très étrangère à celle d'aujourd'hui, et malheureusement qui n'a pas été restaurée après la Restauration. La Restauration a conservé la conception du pouvoir qui était celle de la Révolution, et on peut dire même que Louis XVIII s'est dit que c'est peut-être plus facile de gérer les gens si on n'avait pas en face, en dessous de soi, des communautés qui résistaient à votre pouvoir. Mais le résultat de tout ça, c'est que par la suite, le pouvoir est devenu extrêmement vulnérable. Sous l'Ancien Régime, quand vous aviez une émeute, parce qu'il y avait beaucoup d'émeutes sous l'Ancien Régime, il ne faut pas croire que l'Ancien Régime c'était le paradis, hein, c'est pas ça du tout. Il y avait beaucoup d'émeutes, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, etc. Puis quand il y avait des émeutes, ça pissait le sang. Eh bien, le pouvoir va aller, bien sûr, il commençait d'abord par rétablir l'ordre, mais après, il passait un compromis. Alors que dans la société post-révolutionnaire, il n'y a plus de compromis possible. Si vous résistez au pouvoir, si vous opposez au pouvoir, c'est pour le remplacer. C'est pour le remplacer, c'est pour le renverser et le remplacer. Et c'est pour cette raison-là que Charles X a été renversé par une petite émeute, et Louis-Philippe, pareil, par une petite émeute, alors qu'il aurait parfaitement pu résister et, au prix de quelques centaines de morts, restaurer le pouvoir. Mais il ne le voulait pas parce qu'il était resté prisonnier. Les rois, les derniers rois de France ou des Français étaient restés prisonniers de cette vision des choses, d'Ancien Régime, dans lequel le roi exerce le pouvoir politique et ne doit pas être contesté. S'il est contesté, si on veut le renverser, c'est qu'à ce moment-là, il a perdu sa raison d'être. Autre chose très importante, qui est le cœur de la société, c'est la famille. Eh bien, la famille, c'est l'origine de la société, et la contre-révolution va mettre en évidence le caractère primordial de la famille. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Là encore, les contre-révolutionnaires sont des novateurs. Parce qu'en réalité, pendant le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, la famille, elle va de soi. Hein, on n'a pas besoin de défendre la famille. On n'a pas besoin de dire que la qualité, la valeur de la famille, ça fait partie de ce que l'on vit et qu'on n'a pas besoin de penser. Et puis, ensuite, vous avez des gens qui vont attaquer la famille. Le premier à avoir attaqué la famille, c'est Locke, le philosophe anglais dont je t'ai parlé, celui qui dit du contrat social pour les riches. Eh bien, Locke, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le père de famille ne bénéficie d'aucune autorité sur ses enfants, et les devoirs qu'il a vis-à-vis de ses enfants n'ont pour contrepartie aucun droit. Aucune de ces obligations n'investit quiconque de la moindre autorité ni du plus infime droit à statuer à l'égard des personnes qui en sont débitrices. Voilà. Évidemment, les contre-révolutionnaires vont attaquer fermement Locke sur ce point. Maistre disait, rappelons-le, le mépris de Locke est le commencement de la sagesse. D'abord, la famille est au cœur même de la nature sociale de l'homme. On ne choisit pas d'y naître. Nous ne la créons pas, mais elle nous crée. Elle est donc un déni à la notion de droit de l'homme inné. D'ailleurs, il n'y a pas de contestation de l'ordre, ni même de rancune contre le passé plus commune que l'hostilité à la famille.
Et chaque fois que vous avez un ministre qui veut changer, qui veut rendre la société plus démocratique, plus égalitaire, plus individuelle, plus indifférenciée, la première chose qu'il fait, c'est s'attaquer à la famille. Et bien sûr. Alors, ça va jusqu'à des choses absolument invraisemblables. On va interdire, on voudrait pouvoir interdire aux enfants, aux parents d'apprendre à lire à leurs enfants, de leur enseigner l'histoire, parce que c'est un facteur d'inégalité. On va jusqu'à vouloir changer la langue pour que la langue soit la même, même si elle devient une langue abâtardie et minable, c'est pas grave, du moment que ce ne sera pas une source d'inégalité. Vous voyez où va l'idéologie. D'autre part, la famille est aussi le lieu privilégié de la transmission des traditions, des spécificités, des différences. C'est donc un obstacle très difficile pour les remodeleurs de la société, ceux qui veulent la faire partir à zéro. Ben oui, mais la famille, et on a appris des choses, et puis la famille est un magnifique reproducteur de modèles. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas du tout au système. C'est aussi sur la famille que se fixe le patrimoine, n'est-ce pas, qui est un élément très important de conservation de l'esprit familial. Le patrimoine est condition d'autonomie et de transmission d'un pouvoir. Évidemment, là encore, le patrimoine va être dès le début, dès la Révolution, l'objet d'une volonté de destruction. On veut détruire les patrimoines, et à cet égard, les principes, la suppression de tous les principes d'auto-organisation de la famille par le Code civil, avec ce fameux texte de Napoléon dans lequel il dit, voilà, je veux... quand toutes les familles auront été détruites, égalisées, et laminées par le Code civil, eh bien je donnerai des avantages, des majorats exclusivement aux gens qui me sont vraiment fidèles, comme ça je serai sûr de rester au pouvoir. Évidemment, c'était pas très bien vu, mais bon, c'était ce qu'il voulait. Et la famille va donc être un champ de ruines aujourd'hui. La famille est un champ de ruines. Après toutes ces destructions qui ont eu lieu, elle n'est plus qu'un résidu, mais un résidu qui est solide. Car vous savez que tous les stratèges vous diront que la guerre menée dans une ville en ruine, il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile à prendre qu'une guerre menée dans un pays en ruine. Parce que les gens se mettent dans les ruines, ils se cachent dans les ruines, et les ruines deviennent des remparts qu'on ne peut pas détruire. Vous ne pouvez pas détruire davantage, c'est déjà détruit. Et il faut voir aussi une chose, alors je dis quelque chose que j'avais déjà dit à vos amis parisiens et qui avait suscité quelques protestations, c'est que la famille, il ne faut pas croire que l'Église a toujours été favorable à la famille. L'Église, plus exactement, l'Église est favorable à un certain type de famille qu'on appelle la famille nucléaire. Mais l'Église était assez défavorable à la famille souche. Et c'est ainsi que de nombreuses lois inspirées par l'Église, et qui étaient contenues dans le droit canon, par exemple, avaient pour but d'empêcher que les familles ne soient trop resserrées sur elles-mêmes, ne soient trop solidaires les unes des autres. L'Église était plutôt défavorable. Et puis également, l'Église était défavorable à l'organisation par le père de famille du renouvellement de la famille par les mariages. L'Église a toujours cherché à transformer le mariage en une décision, un engagement personnel, exactement comme la conversion. C'est ainsi, par exemple, que j'ai entendu, j'ai lu les œuvres d'un jésuite, Père Boisgelot, qui disait que l'Église avait toujours cherché à abolir les mariages arrangés,
et elle voulait permettre de faire du mariage un engagement personnel. Et il disait, j'ai entendu Philippe Lancel qui disait à la radio, l'Église a réussi, elle a réussi à imposer le mariage engagement mutuel. Ça a été c'est devenu majoritaire dans les années 1890. Malheureusement, par la suite, tout s'est effondré et c'est le mariage lui-même qui est devenu une ruine. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez que 30% des couples qui sont mariés. En fait, l'Église avait réussi, mais peut-être que cette réussite n'était qu'une façon de voir. Peut-être que ce n'est pas forcément elle qui y avait poussé. Elle a été dans un mouvement, elle a collaboré à un mouvement qui par la suite lui a échappé. C'est tout. Non, de l'individualisme qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le mariage et la famille elle-même est totalement ruinée. Pas complètement d'ailleurs, jamais complètement, en grande partie ruinée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes invité à protester. Hein. Enfin, les corps. Eh bien, Burke et Bonald vont plaider pour une reconstitution des communautés vivantes, attentives à défendre leurs intérêts, qui jusqu'à la fin de l'Ancien Régime maillaient la société. La société était maillée. Vous savez, l'expression qu'on donnait, la France était hérissée de liberté. Malheureusement, eh bien, ces théories, que l'on a résumées sous la formule « l'autorité en haut, les libertés en bas », n'ont pas été mises en application, et malgré leur souplesse, mais elles restent un modèle, elles restent une façon de concevoir la société, et elles ont l'avantage d'être extrêmement souples, très adaptables. Et si vous lisez le manifeste fédéraliste de Maurras, quand il n'avait pas encore fondé l'Action française en 1890, eh bien, il se proclamait libertaire jusqu'à l'anarchie, autoritaire jusqu'à l'esclavagisme, mais obstinément attaché aux libertés des métiers, des provinces, des communes, des langues, des terroirs. Voilà. C'est l'anti-jacobinisme. Voilà. Alors je dirai également quelques mots sur la société d'ordre, bien que ce ne soit pas tout à fait d'actualité. C'est un aspect que la contre-révolution n'a pas, qu'elle ne défend plus vraiment aujourd'hui, parce que c'est très éloigné des réalités actuelles, mais l'idée que dans la mesure où la société est faite pour le bien commun, il n'y a rien de véritablement privé, donc chaque classe sociale doit jouer son rôle au bénéfice du bien commun, et c'est ainsi que l'Ancien Régime avait repris cette séparation des bellatores, des oratores et des laboratores qui venaient d'une antiquité extrêmement lointaine, et ils font rendre hommage à Georges Dumézil, le grand savant Georges Dumézil, d'avoir montré à quel point cette vision, cette séparation de la société en trois ordres, non pas caste ni classe, mais en trois ordres, était venue d'une tradition extrêmement lointaine. Et donc, cette séparation en fonctions différentes, une fonction militaire, une fonction religieuse et une fonction productrice, était la raison d'être de l'Ancien Régime. Et la destruction de l'Ancien Régime n'a pas permis le remplacement par des critères de distinction plus justes, puisque la seule chose qui subsiste aujourd'hui comme critère de distinction sociale, c'est l'argent. Donc, l'argent a remplacé la société d'ordre, mais pas forcément pour rendre la société plus juste ni plus efficace. Alors, je m'arrêterai là, parce que j'ai parlé très longtemps, et je vais conclure en vous disant ceci, pour résumer tout ce que nous devons dire. Il y a une réforme intellectuelle profonde qui est nécessaire
afin de revenir à la réalité. Première réalité, les êtres collectifs sont polymorphes et vivants. Ils peuvent mourir, ils peuvent être malades, ils naissent et dans certains cas, ils peuvent même renaître. Deuxième constatation, ils vivent infiniment plus longtemps que les hommes individuels. Troisième constatation, ils sont fondés sur plusieurs niveaux du vivant. Le sang, d'abord, l'éducation, l'agrégation, c'est-à-dire l'intégration. D'autre part, les individus se succèdent dans la société. Les individus se succèdent. Notre vie, elle est courte. La société vit infiniment plus longtemps. Donc les individus doivent leur vie au groupe, sans lequel ils n'auraient aucune existence. Et l'obligation qui pèse sur les personnes, sur ce point, est incontournable. Toutes les sociétés ont sécrété une règle collective destinée à permettre au groupe de perdurer. Ni la promesse de la jouissance, ni même celle du bonheur ne peuvent en dispenser. Et un groupe qui oublie cette réalité est promis à la mort en tant que tel, et ses membres sont promis à la servitude. Il n'y a enfin, et c'est sont mes derniers mots, il n'y a pas de vocation plus élevée sur le plan terrestre que de combattre pour la défense de son groupe, de son sang, de sa patrie. Je vous remercie de votre attention.